En tant qu'historien, il est frappant de constater que les villes, plus que les pays, sont porteuses d'histoire. Quand on pense à des villes comme Tombouctou, par exemple, quand on pense à des villes comme Marrakech, quand on pense à des villes comme Sofala, ce sont des villes qui ont préexisté aux pays tels qu'ils sont constitués aujourd'hui autour d'eux. Le Mali est une réalité très récente, alors que Tombouctou est une ville qui existe depuis près d'un millénaire, sinon plus. Et c'est des endroits dont on sait qu'ils ont été des points de contact importants sur la circulation des idées dans le monde. Et il existe toutes des correspondances extraordinaires entre les villes de Tombouctou et les villes de Kérouan, par exemple, en Tunisie, ou même jusqu'à Bagdad, ou bien à l'Andalous, qui est aujourd'hui l'Espagne. Et donc, du point de vue historique, les villes sont des lieux qui nous permettent de comprendre véritablement les changements qui ont eu lieu pour les personnes qui y habitent et comment est-ce que les changements se sont articulés sur le territoire, parce que c'est de ces villes-là que l'articulation des territoires est partie. C'est à partir de ces villes-là qu'on a constitué des empires ou des royaumes ou des républiques, enfin, des réalités politiques qui sont souvent l'objet d'analyse des historiens. Donc, je pense que analyser une ville en tant qu'historien est peut-être plus intéressant que d'analyser l'histoire d'un pays de ce point de vue-là. Alors, pour moi, et ça va dans le sens de ce que vous nous dites, les villes sont quelque part la mise en espace de la société qui y vit. Donc, on devrait avoir une pensée urbaine africaine. Est-ce qu'elle existe? Est-ce que vous, comme penseur, est-ce que, comme intellectuel, est-ce que vous voyez l'émergence d'une pensée urbaine africaine? Et si vous ne la voyez pas, quelles seraient les conditions de mise en œuvre pour qu'on ait une véritable pensée qui soit africaine? C'est une question vaste. C'est-à-dire que d'après ce que je vois, je sais qu'il y a des efforts qui ont été faits à plusieurs niveaux, précisément pour mettre sur pied une lecture des réalités urbaines africaines contemporaines. Cette pensée-là existe, mais peut-être qu'elle existe de manière un peu éparse, c'est-à-dire qu'elle serait à trouver dans le travail littéraire. Par exemple, un des romans les plus célèbres écrit par un auteur africain aussi célèbre, qui a eu plusieurs pseudonymes. À l'époque, il s'appelait Issa Boto, s'intitule Ville cruelle. C'est le premier livre de Mongo Betty, qui est pour beaucoup l'un des plus grands écrivains camerounais connus. Et, euh, et donc, beaucoup de ces écrivains-là ont parlé de cette génération. Donc, ce livre est sorti en 1956, si mon souvenir est bon. Et les écrivains de cette génération-là ont beaucoup commenté la ville, ont beaucoup parlé de l'expérience urbaine, ont beaucoup parlé de ce que l'expérience urbaine a pu représenter comme fracture dans la vie des individus et aussi dans l'évolution des États à l'époque. Et je pense que si on doit parler d'une pensée urbaine, on doit avoir aussi le souci de repartir vers ces écrits-là pour les constituer justement en un courant de pensée. Après, je sais que, par exemple, en Afrique du Sud, à l'université du Cap, qui est une université que je connais parce que c'est l'endroit où j'ai fait une partie de mes études, il y a des efforts qui sont faits au niveau de la compréhension et de la mise en perspective d'une pensée sur la ville africaine spécifique, sous l'impulsion de Edgar Peterson et en collaboration avec Ntone Ijabe de Chimuranga, qui est une revue culturelle et littéraire. Et donc, je pense qu'en fait, cette pensée, et puis il y a vos travaux, Jérôme, qui participent de cet effort-là. Et donc, je pense que ces différents efforts-là doivent être mis ensemble de manière un peu plus volontaire, si je puis dire, délibérée. Voilà le mot que je cherchais. De manière un peu plus délibérée pour effectivement constituer un courant de pensée sur ce qu'on appelle la ville africaine. On voit, si on parle de foncier urbain, on a toujours le droit traditionnel, coutumier, versus le droit dit moderne. Euh, on a toujours la tradition et quelque part cette idée du modernisme. Est-ce qu'on est dans une schizophrénie? Est-ce qu'on est dans un opportunisme où on va finalement réutiliser la tradition quand elle nous arrange et le modernisme quand il nous arrange?
Que doit-on prendre? Quel est l'emprunt qu'on va faire à la tradition? Comment on construit aujourd'hui une pensée africaine ou une pensée urbaine africaine en ayant ces deux choses comme ça qui sont soit des oxymores, soit qui nous mettent dans une constante schizophrénie en allant d'un à l'autre? Quel est votre sentiment? Mon sentiment est le suivant. Mon sentiment est celui d'un gâchis et d'une occasion manquée. Précisément, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je pense que la coexistence de différents systèmes légaux est justement une opportunité pour créer un droit qui soit précisément marqué de la réalité vécue dans les situations urbaines en Afrique. S'il existe un droit dont on dit qu'il est traditionnel, et d'ailleurs dont il faut savoir que ce droit traditionnel est souvent créé à l'époque coloniale, donc c'est même une création coloniale dans la mesure où c'est la compréhension que le colon a eue de ce que le droit traditionnel était, qui est devenu le droit traditionnel, parce que la plupart des chefferies dites traditionnelles sont en fait des chefferies qui ont été mises en place par le colon dans le but de collecter l'impôt. Et même quand elles sont des chefferies qui sont héritées de traditions multiséculaires, elles ont été réorganisées pour être mises au service du pouvoir colonial. Donc, il faut aussi comprendre que même la notion de tradition en Afrique n'est pas aussi pure qu'on veut nous le faire croire. Donc déjà, il y a ça. Hein. Et c'est vrai qu'en disant cela, je sais que ce que je dis sera controversé pour beaucoup de personnes. Mais il y a des études historiques qui prouvent ce que je suis en train de dire. Les écrits de Terence Ranger, par exemple, sur l'histoire du Zimbabwe, qui a d'ailleurs inventé le terme l'invention des traditions. Et ce n'est pas en Afrique qu'on a vu ça d'ailleurs. On l'a vu aussi en Écosse, par exemple. Mais pour revenir à ce que nous disions, pour moi, l'existence de plusieurs types de droits qui sont en compétition les uns avec les autres, c'est une opportunité d'inventer précisément une nouvelle manière d'approcher le droit urbain qui soit spécifiquement issue des territoires africains d'aujourd'hui. Et en faisant cela, si on prenait le temps de mettre en place un effort concerté pour créer de nouvelles règles de droit qui s'inspirent de ces différents systèmes, on aurait rendu un service extraordinaire aux communautés et même à la vitalité économique des régions, parce que les personnes qui utilisent ces instruments de droit se reconnaîtraient dans ces instruments de droit et éviteraient justement les situations ambiguës. L'urbain foncier aujourd'hui est synonyme d'escroquerie dans beaucoup de villes africaines. Le fait de vendre un terrain à plusieurs personnes, c'est devenu une espèce de... On en fait même des blagues. Ce qui veut dire, les choses qui entrent dans l'humour sont en fait une manière de... L'humour, c'est souvent une manière de traduire la pensée populaire. Et donc, je pense que c'est une occasion manquée et ça reflète en réalité un certain nombre d'occasions manquées qui font la réalité de la vie dite moderne aujourd'hui en Afrique. Un autre exemple pourrait être la question de l'économie dite informelle. Il est reconnu, je ne suis pas économiste, donc je parle de choses que je ne connais pas entièrement, mais je me permets de dire qu'il est reconnu que l'économie informelle constitue la majorité des échanges sur le terrain dans la plupart des villes en Afrique. Mais les chiffres qui parlent de croissance économique souvent ne tiennent pas compte de cette réalité-là, parce que justement, elle est considérée comme étant informelle, non formelle, donc qui fait partie d'une réalité qui est que l'on ne peut pas chiffrer. Si on ne peut pas chiffrer la réalité des échanges économiques sur le terrain, ça veut dire qu'on ne connaît pas l'état des économies africaines en vérité. C'est quand même extraordinaire. Est-ce que aujourd'hui, on ne confond pas un peu le processus et l'objectif? Est-ce que on n'a pas tendance à imaginer que seule la bonne gouvernance peut amener quelque chose, on ne sait pas quoi? Et quelle est votre position ou quelle est la position de l'historien par rapport à cette bonne gouvernance, à cette démocratie dont on ne sait pas exactement quel contour elle aurait, mais qu'on essaie à tout prix de mettre comme étant l'élément central et libérateur et qui permettra le développement économique et tout ce qui s'ensuit? Alors, je remercie cette question. Je pense que le problème principal de la question de la démocratie. Alors, il faut qu'on reparte un peu en arrière. Quand, dans les années 1988-1991, il y a eu une espèce de mouvement international de démocratisation
Quand je dis international, c'est véritablement quelque chose qui a touché tous les continents. En juin 89, il y a eu les événements de Tiananmen en Chine. Dans la même année 89, le mur de Berlin a tombé, pas très loin de nous, ici en Europe. Au même moment, les dictatures latino-américaines s'effaçaient. Et c'est à cette époque-là aussi que Nelson Mandela est sorti de prison et que le démantèlement du régime de l'apartheid a commencé en Afrique du Sud. Et partout sur le continent africain, il y avait soit des conférences nationales, soit des retours ou de la fin des régimes de parti unique. Donc, il y a eu un vent comme ça de démocratie qui a soufflé sur le continent africain et un peu partout sur la Terre. Donc, c'était un mouvement international. Ça, c'est la première des choses qu'il faut voir. La deuxième des choses, c'est que ce qui a peut-être manqué à ce mouvement avec un peu de recul, c'est la possibilité offerte au peuple sur le continent africain de définir eux-mêmes ce qu'ils entendaient par démocratie. C'est-à-dire que la démocratie est le résultat d'un processus historique dans une société donnée. En Europe aujourd'hui, si on parle de gauche et de droite, peu de personnes le savent, mais c'est parce qu'au moment de la Révolution française, les forces conservatrices au sein de l'Assemblée, dans ce qui venait de devenir l'Assemblée nationale, se sont assises à droite et les forces progressistes se sont assises à gauche. Et c'est ce qui a structuré la pensée politique européenne jusqu'à présent. Et ça, c'est une réalité historique issue justement des contradictions même des sociétés européennes de l'époque, de la révolution industrielle, des révolutions politiques qui s'en sont suivies, etc. Je ne pense pas que la possibilité de définir les institutions démocratiques auxquelles les peuples africains voudraient se donner, je ne pense pas que cette possibilité-là ait même eu le temps d'exister parce qu'il y a eu un mouvement de retour qui s'est produit au cours des années 89, donc 91, en même temps qu'il y avait les combats démocratiques, qui aboutissaient à une forme de résultat concret avec le retour du multipartisme, par exemple. Il y avait sur le plan de la gestion financière des États, les plans d'ajustement structurel du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Et dans le cas des pays d'Afrique francophone de la zone CFA, il y a eu la dévaluation de 1994. Et donc, je pense que cette contradiction-là entre l'avènement d'un espace de liberté conquis par les peuples, d'un côté, la restriction des possibles en matière de développement économique de façon très concrète, en matière de développement des infrastructures de santé, des infrastructures scolaires, des infrastructures urbaines, a fait que la possibilité de s'exprimer et d'aller au bout de sa pensée en matière de ce que l'on voulait se donner comme institution démocratique a été limitée. Et nous ne sommes pas encore sortis de ce problème. Parce que tant que les peuples africains eux-mêmes n'auront pas défini, de concert avec leurs élites, ce n'est pas quelque chose qui doit se faire en dehors des élites, mais n'auront pas défini les institutions et le type d'institutions démocratiques qu'elles veulent se donner, la question de la démocratie que vous avez posée restera. Parce qu'on aura toujours le sentiment d'avoir emprunté quelque chose à quelqu'un d'autre.